Merci de m'avoir invité. Alors, ce nouvel ordre mondial, déjà, on va donner une date. On trouve cette expression nouvel ordre mondial dans un livre de 1914. 1914. Un livre d'un auteur que vous connaissez tous, c'est H.G. Wells. Vous avez L'homme invisible, La machine à remonter le temps. Et le livre s'intitule La destruction libératrice. Et j'ai pu, en fait, donc madame me demandait comment je faisais pour avoir des informations. En fait, c'est un ami qui un jour lisait un livre d'astrophysique, le truc, qui un jour me dit, tiens, il cite l'auteur, je crois que c'était Charpak. Je ne connais pas ce bouquin, je passe commande. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? Ça raconte l'histoire d'une guerre planétaire. L'humanité s'autodétruit, enfin bref, 14-18, c'est un bizutage à côté. Et au lendemain de cette guerre, les survivants, à l'échelle planétaire, sont tellement écœurés par les horreurs de la guerre qu'ils se disent, on arrête de faire les cons, en gros, on va tous s'unir, plus de frontières, plus de pays, un seul monde unifié, comme ça, il n'y aura plus de guerre. Et c'est dans ce livre-là qu'on trouve l'expression nouvel ordre mondial, instaurer un nouvel ordre pour régir les rapports entre les hommes. Et dans ce livre, il évoque, l'auteur, l'existence de mise en place de grands blocs européens, nord-américains, etc. Et ces différents blocs constituent l'architecture générale de la gouvernance mondiale. 1914, livre absolument utopique. Et quand on le lit, il est en fait moderne et d'actualité. Il y a un autre auteur, oui, il y a un auteur aussi, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, je pense à Richard de Coudenhove-Kalergi, qui a aussi évoqué la mise en place de continents politiques. Cette expression nouvel ordre mondial est maintenant utilisée à tire-larigot par notre ami, comment s'appelle, Attali. J'ai presque terminé de lire son bouquin, Demain, qui gouvernera le monde. Ben, c'est pas nous, tout de suite. En fait, c'est vraiment un projet ancien, dans ce sens que, en fait, c'est une élite financière avec des ramifications religieuses qui a pris peu à peu le dessus. Et on peut déjà trouver l'émergence de cette première oligarchie au XIIIe siècle, avec un événement grandiose qui a marqué la France, la Grande-Bretagne, l'Europe, le monde, la bataille de Bouvines. Qui connaît la bataille de Bouvines? C'était juillet 1214. Le roi de France de l'époque, c'était Philippe Auguste, et en face de lui, il avait les deux ennemis habituels de la France, le monde germanique, avec l'empereur Othon, je ne sais plus le numéro combien, et le roi d'Angleterre, Jean Santerre, qu'on voit dans Walt Disney. Bon, il faut trouver une accroche. Et c'est une bataille décisive, parce que la France, c'est une France qui occupe, comment dire, c'est l'île de France, une partie du sud, et vous avez tout l'ouest qui fait partie de l'Empire plantagenet, le monde anglais, et tout l'est, l'Empire germanique. La France est prise dans un étau. Et la bataille de Bouvines de juillet 1214 est décisive. Si les Anglo-Allemands gagnent, le royaume de France disparaît. Dans le cas contraire, c'est un bouleversement colossal et c'est ce qui se produit. Le roi de France, Philippe Auguste, bat les Anglais et l'empereur germanique. Les conséquences sont énormes. L'Empire plantagenet, qui était en fait, c'était des colonies britanniques en France, s'effondre. Et Philippe Auguste récupère tout l'ouest de la France, ces territoires deviennent français, sauf un tout petit territoire qui faisait partie de l'Empire plantagenet et qui est resté anglais depuis, parce que Philippe Auguste n'avait pas de bateau, en tout cas il n'avait pas assez, les îles Angles-Normandes. Les îles Angles-Normandes, c'est le reliquat de cet empire plantagenet. De l'autre côté, l'empereur germanique Othon 3 ou 4, je ne sais plus son chiffre, va avoir maille à partir avec la noblesse allemande. Mais, je reviens au monde anglais. Jean Santerre revient en Angleterre, battu, et là, les barons anglais disent « Jean, viens là, on n'est pas content ». Un an plus tard, 1215, c'est juin 1215, les barons anglais se révoltent et vont imposer au roi d'Angleterre, Jean Santerre, la Grande Charte.
qui est la base de cette fameuse monarchie constitutionnelle britannique, où finalement les barons anglais vont s'opposer à l'autorité royale, l'autorité de l'État, pour constituer une oligarchie, sans en avoir le nom, le premier think tank. C'est là. C'est-à-dire que maintenant les barons anglais disent au roi d'Angleterre, on a droit de regard sur la politique anglaise, sur les impôts. Et quand on parle de l'argent, on parle de tout, on tient à tout. Et donc on voit la naissance d'une oligarchie commerciale anglaise qui, au fil des siècles, va se renforcer, s'affiner, et qui va créer ces fameux think tanks. Il n'y a pas de traduction littérale en français, littéralement réservoir à penser, institut de recherche, etc. Et ça, c'est vraiment typiquement anglo-saxon, c'est, j'allais dire, l'aspect privé qui régente l'aspect public. Et donc, vous avez une bataille entre le monde germanique et puis surtout le monde anglo-saxon face aux Français. La bascule, où vraiment le monde anglo-saxon impose sa loi. S'il y a des chaises peut-être, n'hésitez pas, hein, pas. Où le monde anglo-saxon impose sa loi. Et ça, j'avoue que j'y pense souvent, surtout à notre époque. C'est le traité de Paris de février 1763. Voyez-vous, pour comprendre notre époque, quelquefois il faut remonter à des événements qui remontent à 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles. L'événement de février 1763, qui s'en rappelle en France, personne. Le traité de 1763, c'est la victoire du monde anglo-saxon de l'Angleterre sur la France, où nous perdons tout notre empire colonial en Amérique du Nord. Les futurs États-Unis, désormais, sont débarrassés de la présence française. Et je rappelle que l'empire colonial, la Nouvelle-France, le futur Canada, la Nouvelle-France, c'était en fait, en gros, le Canada, toute la partie centrale des États-Unis jusqu'au Mississippi, jusqu'en Louisiane. Les États-Unis, c'était finalement la bande côtière jusqu'aux Appalaches. Donc on avait un immense territoire, mais vide. Enfin, il y avait 60 000 Français. De l'autre côté, un territoire anglo-saxon plus réduit, mais en 1763, quand on perd ce territoire, les Anglo-Américains sont 1 300 000. Et c'est le monde anglo-américain, protestant et maçon, qui va imposer sa marque, aux dépens d'une Amérique du Nord, qui, si les rois de France avaient su peupler, aurait pu se substituer. Finalement, on aurait pu mettre en place une Amérique du Nord de langue française, catholique, issue de l'héritage gréco-romain. En fait, c'est un choc des civilisations avant l'heure. Et dans cette histoire, c'est le monde anglo-saxon, maçon et protestant, qui a imposé sa marque avec le premier chef d'État américain, président américain à Washington, maçon. Et cette maçonnerie anglo-saxonne qu'on retrouve sur le billet de $1 américain, conservez-les billets, le jour où le dollar s'écroulera, ça sera une belle relique. On parle toujours de la pyramide, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce billet, côté donc, George Washington, vous ne pouvez pas le voir ici, mais vous avez là le 1, vous avez une courbe. Et sur cette courbe, vous avez un tout petit oiseau, une chouette. Vous tapez sur Google $1 chouette image, et la chouette qu'on retrouve dans des clubs sympas, style Boybank Grove et compagnie. Donc vous voyez comme cela se loge quelquefois dans les petits détails, le billet $1 qui était lancé par Roosevelt, franc-maçon de 32e ou 33e grade. Bon. Donc la perte de notre empire colonial en Amérique du Nord est une catastrophe parce que c'est le monde anglo-saxon qui impose sa marque, et la perte de puissance définitive de la France, c'est Waterloo. La France était un pays très peuplé, population jeune, avec les guerres de la Révolution, les guerres de l'Empire. Pour une population qui faisait à peu près 30 millions d'habitants, on a eu en gros 2 millions de morts. Pour vous donner une petite comparaison, les morts français de la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est grosso modo 2 millions de morts pour à peu près 40 millions d'habitants. Nous, on a eu 2 millions de morts, essentiellement des hommes entre 20 et 45 ans, donc des hommes qui se reproduisent, et ils étaient morts là, c'est terminé, qui travaillent, qui réfléchissent pour inventer des choses. On a perdu l'élite, la crème de la crème, et en 1815, la France, elle est HS. Et là, le monde anglo-saxon, il conquiert le monde, et l'Empire britannique s'installe. Et l'Empire britannique s'installe avec une coopération étroite entre l'Empire britannique et les États-Unis.
Et vous avez un homme, vous voyez comme je remontais les siècles à toute allure, vous avez un homme qui est inconnu en France, qui est mort en 1902, j'ai eu déjà l'occasion d'en parler dans deux conférences, qui s'appelait Cecil Rhodes, 1853-1902. Qui connaît Cecil Rhodes? Cet homme, cet Anglais, qui est à l'origine de la création de l'État sud-africain, à l'origine de la création du Zimbabwe et de la Zambie, à l'époque Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Rhodes, Rhodésie, qui a travaillé avec Rothschild, pour le bien-être de l'humanité bien sûr, qui est à l'origine de la création de la société diamantaire De Beers. Enfin bref, un homme ultra puissant. Et quand on a l'argent, quand on est immensément riche, eh bien ça donne des ailes, on peut aller très loin. Et Rhodes a une idée en tête, une passion, un idéal, il veut un État mondial. Et en fait, dans son idée à lui, il veut créer un État mondial en créant un couple, l'Empire britannique marié aux États-Unis, et ce couple anglo-américain servant de socle à l'État mondial. Et il va mettre en place ce qu'on appelait les bourses d'études Cecil Rhodes. Bourses d'études Cecil Rhodes, qui consiste à recruter la crème de la crème dans les universités anglaises et américaines, peu à peu ça a été élargi à tous les pays européens, pour occuper les postes clés dans le domaine du journalisme, information très importante, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du militaire, dans le domaine des services secrets, des gens, d'abord essentiellement des hommes au début, puis après c'était 50-50, hommes-femmes, mais des gens certes très intelligents, très compétents dans leur domaine, mais surtout tous en commun, animés d'une tournure d'esprit, d'un idéal d'État mondial. Et donc ces gens-là occupent les postes clés et font avancer la machine. Et en fait, Cecil Rhodes n'aura pas le temps de mettre en place le système, il meurt en 1902 d'un cancer, et c'est son bras droit, Alfred Milner, qui va véritablement mettre en place, en 1904, les premières bourses d'études Cecil Rhodes. Et depuis un siècle, cela fonctionne à plein régime. Je peux vous citer un exemple. En 2003-2004, donc un siècle après le lancement des bourses d'études Cecil Rhodes, vous avez eu la tentative de mettre en place une constitution européenne avec le traité Giscard. Et en fait, Giscard était secondé par un Anglais qui s'appelait John Kerr. Et tout de suite, le réflexe qu'il faut avoir, il faut être un peu flic, dans ce sens qu'il faut être curieux, qui est ce John Kerr? D'où il vient? Sa formation. Alors, John Kerr, qui était donc le secrétaire général chargé de canaliser tous les travaux au service de Giscard d'Estaing, John Kerr, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, ancien patron de la Shell et membre du comité directeur chargé de recruter les bourses d'études Cecil Rhodes. Vous voyez qu'un siècle après, le système a imposé un maître mot, la continuité. Les années passent, les générations passent, les techniques évoluent, on passe du pigeon voyageur à Internet, mais l'esprit et les convictions demeurent et s'accélèrent. Et ça, j'avoue que j'ai toujours été admiratif de cette capacité à recruter la crème de la crème grâce à des bourses d'études Cecil Rhodes, mais en fait, les anglo-saxons, ils ont le chic pour vous créer des think tanks qui vont vous recruter des gens compétents. Même si on ne partage pas leurs idées, il faut reconnaître que ça cogite. Puis quand on voit les résultats, on voit qu'ils sont vraiment travaillés. Voilà, ça va. Bon. Et nous, Français, on est à côté de la plaque.